Gaïane, ça sent super bon. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh bien, Alix, ça fait 1 semaine et demie que je nous mijote une concoction des plus éloquentes. Après avoir pioché dans le grand verger des sélections, nous avons eu la chance de déguster les succulents amuse-bouches que nous ont préparés nos premières années adorées. Avec toutes ces saveurs récoltées, je nous ai cuisiné un petit plat de résistance. Les petits discours étaient très bons. Jean nous a préparé une tartinade de Kang. À travers cet accent chantant et ce juron grossier, c'est tout le savoir-faire provençal qui venait à nos palais. Il nous a fait voyager. Les cigales et la lavande. Le pastis et la bouillabaisse. Tout ça dans ce Kang, si joliment prononcé. C'est ça, la force d'évocation des mots. C'était sans compter sur Mila, qui a su nous plonger dans le monde de la cigale et de la fourmi, en nous proposant un plat de résistance digne de 1650. Mais Alix, en 1650, les gens ils cuisinaient avec des rats. J'espère pas et que c'est pas non plus le cas de Mila, parce que ça nous a effrayés quand telle Linguini, elle nous a avoué qu'elle trouvait les rats trop stylés. 2 discours à se mettre sous la dent, c'était pas assez pour nos jurys à l'appétit dévorant. La gourmandise étant l'un des 7 péchés capitaux, nous nous sentions déjà honteux. Heureusement, surgit alors la défenseuse de notre appétit, Chloé. La Gisèle Halimi des gloutons. La Simone de Beauvoir des goinfres qui conclut son réquisitoire par un « on ne naît pas gourmand, on le devient ». Nous voilà rassurés. Après avoir conscientisé que notre gourmandise n'est qu'un construit social et le fruit d'un héritage civilisationnel, nous nous lancèrent sans honte pour dévorer le reste de vos discours. Jeudi, on a eu droit à de la cuisine expérimentale, limite de la gastronomie moléculaire. Cyprien nous a proposé un cocktail de Big Bang, de l'infini, alors qu'on s'attendait juste à manger du pain fini perdu. Alors que nous aussi, on était un peu déroutés, mais heureusement, le soir d'après, Dimitrios nous rêvait que lui nous avait compris. Mais bon, on ne veut pas vous causer d'indigestion avant même que vous ayez le temps de goûter à la répartie de nos premières années, alors on va vite arrêter de vous gaver avec une description développée des petits plats qu'on a pu goûter. Aujourd'hui, c'est brunch boulgour tofu tahini post-balade en Vélib si vous êtes habitant du Faubourg Saint-Antoine ou déjeuner dominical d'après la messe si vous êtes plutôt Autun-Neuilly-Passy. SPK est ravi de vous accueillir pour cette demi-finale digne des plus grandes cuisines étoilées. Et pour vous juger, on a ramené ce soir nos meilleurs critiques. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le philosophe et professeur Frédéric Gros. Merci. Spécialiste de Michel Foucault, mais aussi d'un fin et complexe usage des mots, on espère que nos premières années sauront vous séduire avec leurs discours qui, peut-être, vous permettront de saisir les différents foyers de sens de la nébuleuse de la quintessence. Parmi nous aussi ce soir, Noémie Cassignol, finaliste du prix Suzanne Bastide, membre du bureau 2024-2025 de notre association adorée. Elle a affronté il y a fort longtemps Aurel Delahaye. Lui aussi, finaliste de ce même concours et juré de cette demi. Paul Faure, il est très fort. Gagnant du PSB de l'année passée, il nous fait aujourd'hui l'honneur de sa présence pour juger vos qualités d'orateur, vos réponses aux questions et votre aisance. Akram Benayad, celui qui nous a tous traumatisés avec des questions piquantes comme le tabasco, revient nous régaler pour cette demi-finale enflammée. Mathieu Funten. Encore une fois, c'est dans son nom. Ce soir, Mathieu est là pour mettre le feu. Au moins dans le top 2 des meilleurs présidents de SPK qu'on a connus avec Gaïane, pour le jury de ce soir, on n'aurait pas pu espérer mieux. Et enfin... pour terminer la présentation de ce jury qui nous laisse en bouche une forte impression d'umami, la seule, l'unique, notre reine suprême, notre gourou oratoire, notre présidente Ariane Derian. Elle aussi dans le top 2 des meilleurs prêts espékiens, double finaliste du PSB ce soir, elle ne sera pas là pour déclamer, mais bien pour vous juger. Alors, c'est entre les mains de ce magnifique jury qu'avec Gaïane... on vous abandonne. On a hâte que vous leur montriez vos éclairs de génie qui leur mettront une vraie tarte pendant que nous, on vous écoutera de façon religieuse. N'oubliez jamais les petits choux, vous êtes des vrais sucres d'une qualité supérieure que n'importe quel bon pâtissier voudrait incorporer dans l'un de ses mets. Oui, n'oubliez pas, on a beau vous adorer, seulement 4 d'entre vous auront le plaisir de passer à la prochaine étape. Alors fini les plumes et les stylos, on passe aux voix et aux micros.
Alors, pour la première triplette, on est ravis d'accueillir la triplette 7 qui partira sur la citation « Quand certains entendent un écho, ils imaginent avoir produit le son Hemingway ». Gagne, il faut qu'on fasse genre 3 en gros. Oui, en gros. Ouais. Fais-moi signe en mode de stop. Bon, ouais, en vrai, parce que vu que. Oula. Vu que c'est rapproché. Ouais, mais. Ouais. Enfin, faut juste qu'elle soit pas trop longue les réponses. Ouais. Est-ce que le reste de la triplette peut monter aussi, s'il vous plaît? Merci. Quand certains entendent un écho, ils s'imaginent avoir produit le son. Bon, moi, j'imagine plus Madère sur les parasols, mais bon. J'habite dans un 9 mètres carrés. Et pour essayer de comprendre cette citation, j'ai cherché sur Internet, mais j'ai pas de connexion dans mon 9 mètres carrés. Je me suis dit que c'était un signe, qu'il fallait que je m'imprègne de ces mots. Mais comment entendre un écho et s'imaginer en être le CEO? Mais ça y est, mais j'ai trouvé. Mais cette citation, mais c'est la définition des parigots. Mais c'est quand Paris entend un écho qu'elle pense avoir produit ce son. Bon, Paris n'a pas toujours été la capitale, et puis des Français de toutes régions lui ont fait confiance pour la faire rayonner. Oui, parce que, bon, excusez-moi, mais les petites startups, freelance, nouveaux concepts, benchmarking, avec un énorme travail pendant 5 ans, c'est juste des bouillabaisse revisitées à emporter. Donc, Paris entend l'écho du monde, mais elle oublie que sans le monde, elle serait bien silencieuse. Alors Paris, c'est magique, hein. Paris est une fête, ok? Mais Paris est surtout très égocentrique et très hautaine. Et je le sais, je suis belfortaine. J'ai oublié que j'étais encerclée de personnes qui utilisaient le mot provincial pour me désigner. Alors pour vous aider, prenez une carte, pas celle de votre arrondissement, et la taille de mon département, pas celle de l'Île-de-France, non, un peu plus loin, autour, oui, l'autre partie de la France. Autrement dit, la France. La France dont vous venez. Car oui, être parisien, c'est comme être américain. Ça ne peut pas s'expliquer par l'ADN. Vous n'avez pas ça dans le sang. Mais vous en restez convaincus, hein, et vous faites tout pour vous distinguer. Bref, les Parisiens, l'écho que vous entendez, vous ne l'avez pas créé. Désolée. Tellement pas d'identité que vous tentez de vous approprier Saint-Tropez. J'ai plus vu de restos à volonté que de bouillon chartier depuis que je suis à Paris. Mais bon, ce serait hypocrite de ma part de dire que je n'imagine pas avoir produit le son de l'écho que j'entends, surtout depuis que j'habite à Paris. Putain, mais le métro, il arrive dans 6 minutes, quoi. Alors qu'à Belfort, bon, un dimanche à 18h, aucun bus ne passe. Donc, si je suis présente ce soir, c'est pour tous nous réunir. Promis, je ne souhaite pas nous diviser et d'un coup vous surprendre et dissoudre l'Assemblée. Provinciaux, parisiens, main dans la main. Admettons que nos singularités nous inspirent. Ensemble, on doit gouverner. Allez, pour rire, on appelle même Michel Barnier. Finalement, quand on entend l'écho du « Non mais Sciences Po, ça a changé », je sais que dans cette salle, mais tout le monde se sent concerné. Mais bon,
les Parisiens, je dois bien vous attribuer un truc spécifique par rapport à l'écho de cette phrase. C'est que si c'était un d'entre vous qui l'avait dit, ça aurait plus donné... Non mais Paris, ça a trop changé, quoi. Bref, en m'endormant dans mon 9 mètres carrés, sans chauffage et simple vitrage, j'ai repensé à Hemingway, en écoutant une musique. J'écoutais Médine qui disait « La banlieue influence Paname, Paname influence le monde ». Alors avant de changer de musique et de rendre à mon voisin riche, il a 12 mètres carrés, son micro-ondes, j'ai compris qu'un écho, dont on en revendique le son, c'est un écho auquel on souhaite se référer. Parce que, fondamentalement, on rêve d'y avoir participé. Et j'espère que vous le sentez, qu'on ne doit pas négliger qu'on n'est qu'une contribution à une création, qu'un écho à un son. D'accord. Donc c'est Alexandra Giuliani à la négative. Certains crient, parlent, jactent sans agir. Et une fois le résultat tombé, ils pensent récolter le fruit des graines qu'ils n'ont malheureusement pas semées. Il est vrai, ils existent ces gens-là. Les discourants, les maîtres de discussion, les ambitieux, plus déterminés que motivés. Vous savez, on les surnomme souvent par le doux nom de blablateurs. Mais qu'en est-il des autres? Ceux qui, lorsqu'ils ont entendu un écho, c'est parce qu'ils ont réellement produit le son. Ils existent, non? Enfin, je veux dire, ceux qui crient fort et dont on entend la voix. Ma voisine qui gueule quand il y a trop de bruit, le bébé qui pleure dans le train, le mauvais chanteur du métro. Et même quand on les entend pas si fort, au moins, on entend un petit reste, une broutille, un soupçon d'écho. Ils l'ont produit, ce bourdonnement qui fourmille aux oreilles, ce je ne sais quoi qui a changé le réel. Et puis c'est quoi l'écho d'une voix portée? C'est le grand discours d'un politicien? C'est une mesure constitutionnelle qui bouleverse les manuels d'histoire? C'est le soulèvement d'un peuple, mieux la révolution? Alors quoi? 99% de la population est réduite au silence? On se tait. On coupe le micro, on marche sur la pointe des pieds, car non, l'écho c'est pas nous, l'écho c'est les autres. Non, je crois que l'écho, c'est un chuchotement dans une alerte intrusion. C'est le pianotement d'un pote qui découvre que t'as un piano. C'est les 100 pas que tu fais quand t'attends ton crush. Et c'est cette putain de trousse qui est tombée qu'on entend dans toute la salle. L'écho, c'est aussi peut-être j'essaye, c'était vraiment nul, mais c'est aussi pas grave, t'auras tenté. L'écho, c'est un murmure, c'est un cri, c'est le silence, c'est le brouhaha. L'écho, c'est pas une question de volume sonore, de décibels. L'écho, c'est le pote d'un violeur qui le dénonce. C'est une discussion dans sa salle de cours. C'est le partage d'une story. C'est un regard, une tentative, un échec, peu importe. L'écho peut venir de ceux qui ne crient pas fort, mais en disent tout autant. Il peut venir de ceux dont l'action ne résonne pas, mais le résultat, lui, oui. L'écho,
c'est un rien. Un grand rien ou un petit rien qui forment un tout. Un petit tout, peut-être un tout petit. Ceux qui vous diront que vous n'avez pas réellement produit le son dont vous entendez vous-même l'écho ne veulent que vous réduire au silence. Nous ne l'accepterons pas. Alors je veux entendre des voix, je veux entendre vos voix, je veux entendre ta voix. Non, sérieusement, s'il vous plaît, portez-nous, faites-nous entendre. Je veux que vous me cassiez les oreilles, me perciez les tympans avec vos discours de gauchistes et de droitards, s'il y en a. Putain, mais faites des manifs, faites des actions, faites tout ce que vous voulez, mais moi je veux qu'on accuse la jeunesse de pas se tenir. Moi je veux qu'on dénonce la dégénérescence de Sciences Po à CNews. Merde, semez des graines et récoltez-en les fruits avec fierté. Faites entendre vos voix, aussi grandes ou petites qu'elles soient, certaines ou hésitantes, seules ou ensemble. Une chose est sûre, elles produiront un son. Le son de ceux qui ont osé, se sont levés, ont perturbé jusqu'à ce que faire entendre, et dont encore aujourd'hui le message résonne. On nous dit que quand certains entendent un écho, ils s'imaginent avoir produit le son. Quel mensonge, quelle honte, car le plus souvent, ils ont raison. Merci. Bonjour à tous. Merci. Je suis avec Boubacar ce soir. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Donc, on a compris avec le discours d'Alexandra ce qu'était l'écho. C'est un tout, un petit tout, un gros tout, un rien, presque rien, un moins que rien, un trois fois rien. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que l'écho n'est pas ? Alors l'écho, ce n'est pas la révolution, parce que l'écho, c'est un journal plutôt libéral, plutôt macroniste. Donc l'écho, c'est pas le changement, quoi. Bonsoir. Samia nous a parlé à la fois de Médine et des banlieues qui influencent Paris et de Paris qui influencent le monde, en nous parlant aussi des provinciaux et de la campagne, etc. Moi, je voulais vous demander, du coup, vous pensez quoi de François Ruffin ? Le camarade Ruffin va nous sauver et faire lever la gauche prolétarienne. Ta gueule. Ça me représente les banlieues. La révolution, ça sera la France des bourgs. Allez. Ouais. Merci à la triplette 7. Sacha, Boubacar, entre vous deux, qui fait le son et qui fait l'écho et pourquoi ? Alors, je vous dirai un truc. On va pas de proportion. Boubacar, il a une grande bouche. Moi, j'ai un gros cerveau. Désolé, c'est méchant, mais bon. Donc, c'est moi qui pense et c'est lui qui parle. Sania nous a dit qu'elle s'imaginait Madère sous les parasols. Alors forcément, je me demande, quand vous vous imaginez la perdre, la finale, est-ce que vous devenez parano ? Moi, je suis comme Jules. Je suis pas dans la paranoïa. Donc, je sors et franchement, non. Il n'y a pas de panorama, il n'y a pas de paranoïa. J'en perds mon latin, donc franchement, ça va. Boubacar. Franchement, je m'imagine pas perdre la finale, il n'y a aucun monde où on perd, donc ta question pue la merde. Merci beaucoup la triplette 7. On
va maintenant accueillir la triplette 24 sur la citation « Dans le cœur humain, il y a des cordes qu'il est préférable de ne pas faire vibrer ». Ah oui, vraiment. Ah, vraiment le changement d'ambiance. Juste les mecs, juste le swing des mecs. Tremble pas, ma vie, tremble pas. Silence, s'il vous plaît. Ouais, on va commencer. Moi, c'est Ruby Benamo et je suis à la positive. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes songes de malheur. Vous savez que parfois le cœur humain n'en fait qu'à sa tête. Il vous mène en bateau par là, jusqu'à vous faire passer pour un fou. Parfois, vous êtes dans des moments les plus anodins, puis il vous rappelle le râteau que vous êtes pris il y a 3 mois et dont vous n'êtes jamais remis. Ou ce lundi midi, début de semaine difficile, où vous avez renversé tout votre taboulé sur le sol de la cafette du Crous. Il y a de quoi devenir fou, ouais. Franchement, il y a de quoi devenir fou. Puis des fois, il est un peu plus cool quand même. Il vous ramène sur une plage de sable chaud, un cocktail à la main, un sourire à la mer. Et assis sur votre place réservée en bout de mie, vous vous dites « Ah, c'était beau quand même. Ça me manque. » Et en tout bon français, vous me diriez alors « Sortez-moi de là, pitié, il fait froid, il fait sombre, il fait moche. Franchement, je vendrais un rein pour y retourner. » Bon, on peut le faire un peu plus sophistiqué quand même. En poésie, ça sonnerait « Le passé m'enlace de ses bras de venin. Les souvenirs m'assaillent, m'arrachant à 2 mains, et ma mémoire sonne le glas du destin. » Ouais, bon là, c'est peut-être un peu trop en fait. Alors moi, si je devais le dire, j'oublierais mon français, je ne ferais pas de poésie. Je le dirais en nostalgie. Et en nostalgie, ça ferait « Je me souviens. Je me souviens du froid glacial de cette nuit d'été où la lueur du jour entre les arbres s'immisçait. Le temps était bon, le temps était long, l'attente était loin. Je marchais sans but, sans crainte, les yeux au soleil. J'essayais peut-être juste d'évacuer la pinte de la veille, mais j'y étais bien, et je m'en souviens. Je me souviens des premiers éclats, d'un baiser arraché, d'un bras retenu, d'un œil difficile à fermer, accablé par les rêves d'une histoire qui se dessine. L'odeur sucrée d'une petite mandarine, épluchée au coin d'un feu d'une cheminée, au coin d'un cheveu laissé, abîmé. Les cheveux, oui. Oui, je m'en souviens, de leur douceur, de leur volume, de leur chaleur, du temps où je les avais entre les doigts pendant des heures. Je me souviens des regards enivrants, des appels incessants, des je t'aime insistants, des regards dégoûtants, des appels redondants, des je t'aime déroutants. Et vous? Vous vous souvenez aussi? Mais si, rappelez-vous, des premiers regards, des dernières attaches, des excuses en retard, des mots qui attaquent, des messages écrits puis défaits, réécrits puis effacés. Moi aussi, je me souviens de tout. Mais si vous saviez comme je m'en fous, moi je ne veux pas me rappeler. Moi je rêve d'oublier, ou vais oublier pour sûr tous ces souvenirs absurdes. Mon cœur vibre, mais ça sonne faux, amer, il vibre à l'envers. Je vibre de haine, je vibre de douleur, je vibre de grandes cernes et de torpeur, je vibre de mensonges, tous dictés par la même entité qui me ronge. Madame la nostalgie, dis-moi, est-ce comme ça que tu te nourris, en saupoudrant les pleurs de jolis confettis, en murmurant des mélodies qui remplacent les cris, en supprimant la pluie? Cesseras-tu donc de susurrer à mon chevet de ton souffle strident, de chuchoter des sourires à la place des sourires, de changer les tant pis en paradis? Pourquoi me fais-tu croire que le dommage d'une vie fut le voyage d'une vie?
Madame la nostalgie, si tu me le permets, je fais place à l'oubli. Laisse-moi me retourner. Ton discours insensé efface la vérité. Je tire en faire un trait. Je ne te dois plus rien car dans le cœur humain, il y a des cordes qu'il est préférable de ne pas faire vibrer. Et ça, tu vois, pour une fois, je te demande de ne pas l'oublier. Donc, je suis Théophile Mingui, à la négative. Dans le cœur, il y a des cordes qu'il est préférable de ne pas faire vibrer. Camarades, chers jurys, chers amis, si vous étiez un pain au chocolat, je serais un croissant au jambon. Si vous étiez si vous étiez Esmeralda, moi je serais Quasimodo. Et si vous étiez le tableau des nymphéas, je serais une merde dans une boîte de conserve. Mais voyez-vous, il semble que, malgré cette haute estime de moi, un soupçon de vie persiste encore. J'ai beau bêcher mon cœur comme un forcené, se trouvera toujours en moi une vibration d'âme, des damnés aux voix de soprane, une pomme de la 10 cordes. Oui, malgré tout ce que vous pouvez observer, quelque part, je suis plus heureux que névrosé. Mes cordes vibrent. L'homme est une corde, constituée de fils qui résonnent, l'aident à avancer, et, pour ce qui est de la corde, l'aident aussi à en finir. On ne se retrouve parfois qu'avec un seul cordon qui tient, un seul accord, une seule note, au bout du bout, à ça, littéralement, de péter un câble, parce que ces vibrations sont indépendantes les unes des autres. Mais ces vibrations, elles dansent, ces cordes, elles dansent. Elles adorent quand ça balance. Pourtant, il y en a qu'il serait préférable de ne pas faire vibrer. On s'accorde pour les désaccorder. On prend un parapluie quand il pleut des cordes. On ne veut plus faire vibrer sa corde sensible. Tout cela parce que dans le concerto de la société, ce serait mal vu de s'allonger entièrement sur son clavier pour faire résonner d'un coup d'un seul toutes nos cordes. On préférerait les symphonies au gloubi-boulga. Eh bien moi, c'est pas dans mes cordes. Moi, je préfère Casimir. Moi, je crois qu'il est venu le temps des rires et des chants, qu'il y a des monstres gentils, qu'ici c'est un paradis. Et oui, moi, j'ai pas peur d'affirmer que je préfère Hippolyte, le copain vert de Casimir. Alors je dénonce, je serai dans le Figaro à la une demain, mais tant pis. Devant vous, je n'ai pas peur des propos polémiques. Je jette des pavés dans la mare, je dérange. Eh, je vous le dis, finissons-en avec la haine de Casimir et d'Hippolyte. Faisons enfin vibrer nos cordes et nos cœurs ensemble, parce que c'est notre projet. Pourquoi s'empêcher de faire vibrer la corde qui nous appelle un gros merde quand on est dans le métro, qu'on lève la tête et qu'on voit son arrêt passer devant nos yeux? Pourquoi se retenir de se poiler quand grand-tante Marcel, de 90 ans, se fait bombarder par un pigeon et essuie le tout avec son écharpe blanche? Pourquoi se retenir de pleurer dans le métro si ça va mal? C'est une expérience tout à fait particulière. On est aussi dévasté de l'intérieur que réjoui de vivre une expérience sociale nouvelle, confrontant ainsi de manière synchronique et diachronique les individus à leur responsabilité infinie. Est-ce que vous me sentez là? L'humain n'est pas fait pour être réduit à la Saint-Symphonie, au requiem. Il doit être émancipé, être insolent, être quelqu'un qui assume, quelqu'un d'outrecuidant. Rodrigue, avez-vous du cœur? Si oui, faites vibrer toutes les cordes à votre arc. Montrez que vous iriez chercher mon cœur si je l'emporte ailleurs. Montrez que vous n'avez pas un cœur de pierre, mais le cœur sur la main. Montrez que vous faites résonner toutes les cordes, que vous n'en censurez pas même les bémols majeurs, parce que la liberté vous rend heureux, parce que vous pouvez jouer du piano debout et ce ne sera pas un détail pour vous. En faisant résonner sans véritable raison toutes les cordes de nos passions, on pourrait se dire que le premier ciseau qui passe pourrait couper toutes nos vibrations. En faisant sonner toutes les cordes, on sonne aussi les cordes qui feraient nous un énorme goujat, une saloperie, une triple andouille. Excusez-moi, là je vais un peu trop loin dans la vulgarité, mais nous sommes humains, donc nous devons toujours faire résonner toutes nos cordes, en ayant confiance que les ondes opposées finissent toujours par s'annuler.
Peut-être pleurerez-vous dans le métro. Peut-être deviendrez-vous une œuvre d'art contemporaine présentant des défécations sous vide. Peut-être vous sentirez-vous seul d'être véritablement humain. Trop humain. Mais alors résonneront en vous ces quelques lignes qui apparaîtront comme le sentiment d'une nuit de cauchemar, finalement passée dans le lit de ses parents, qui se termine enfin par le lever d'un soleil et le rappel que quand même, Timothée, t'as 19 ans là. En faisant teinter toutes les cordes distinctement, on comprend. J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Je vous remercie. On va passer aux réponses aux questions. Juste une petite précision que si on tape sur la table, c'est que vous avez dépassé les 4 minutes. Mais voilà, c'est pas de pression, mais juste si on le fait, vous savez pourquoi. Et s'ensuit ma question. Théophile nous a parlé de Casimir et de cet univers-là. Moi, je me demande ce qu'il fait sur l'île aux enfants, Théophile. Il joue avec Casimir et Hippolyte et vit sa meilleure vie, vraisemblablement. Sûrement. Merci beaucoup la triplette 24. Alors on a entendu parler des vibrations du cœur. Qu'en est-il de celles des autres organes ? Il est vrai que parfois, si on fait vibrer notre cœur et qu'il ne faut pas le retenir, parfois, certains, je ne dirais pas qui, mais certains devraient se retenir de faire vibrer leur corde vocale, parfois. Merci. Est-ce que tu parles d'Affida Turner ? Entre autres. Théophile nous a dit que les hommes sont des cordes. Ma question va être très chiante. Quelle symphonie joue votre quatuor ? En tout cas, ce serait quelque chose en majeur, quelque chose de très triomphant. En tout cas, pas le Lacrimosa de Mozart, étant donné que nous serons en finale. Donc... Ruby nous a parlé du fait qu'elle avait envie d'oublier. Un grand homme a dit une fois « J'essaie d'oublier, mais oublier, c'est plus dur qu'apprendre ». Pourquoi préférer oublier si c'est plus dur qu'apprendre, et pourquoi pas préférer apprendre ? Alors, l'homme qui a dit ça a sûrement beaucoup trop fait vibrer ses cordes vocales et il s'agirait de pouvoir faire les deux, en fait. Merci. Merci d'accueillir la triplette 1 sur la citation de certains mots, de certains regards, on ne guérit pas. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ça fait pas beaucoup quoi. Triplétade, c'est quand même pas BSB, c'est plus BSB, tu vois. Ouais, Théophile, c'est un pur triplétade. Ah, S'il vous plaît, il faut qu'on enchaîne. Ouais. Cher jury, chère assemblée, je me sens de bonne humeur. Je me tiens devant vous, à Sciences Po, le monde de tous les possibles, la nouveauté au centre de ma vie. Je veux voyager comme je voyage courant de salle en salle, entreprendre quelque chose de nouveau, changer le monde, voire réussir mes galops, le monde de tous les possibles ou le monde à l'envers, Sciences Po sanglots coulant à flot, me dépayser pour tout donner. J'avais le choix entre rester dans mon pays, le Maroc, au chaud, à 30 degrés, étudier à l'Institut de gouvernance, côtoyer le prince héritier et sa sœur. Mais non, j'ai décidé de venir ici, à Paris, et me faire pousser par des policiers, sous la pluie,
alors que je voulais, monsieur, étudier la constitution de la Bolivie à 8 heures pétantes. Quitter le soleil marocain pour retrouver la pluie et les policiers parisiens. Un choix ou une erreur? Enfin, chanceux ou idiot, j'en suis heureux. Certains vous regardent ceux qui ne les regardent pas et décident pour vous votre destinée. On nous a dit qu'il nous restait que quelques jours à vivre. Ces mots, le regard du médecin impuissant, notre sort, nous ancrent dans cette réalité, une réalité où on croit que notre destin est tout tracé, voire un chemin tumultueux et imprégné de tristesse. Moi je dis non, non à ces regards, non à ces mots, vous ne me toucherez pas, parce que la guérison est possible face aux épreuves de la vie. C'est une guérison qui ne s'intéresse pas à la fin, mais au chemin qui y mène. En acceptant alors notre destin, on parvient à en guérir. Ne me dites pas ce que je dois faire, ce que je dois ressentir, ou ce qui me définit. Je ne vous entendrai pas, je ne vous écouterai pas, mais j'accepterai que le destin m'a proposé, et ainsi je guérirai. Dans notre monde, il y a ceux qui auraient préféré ne pas regarder. Je vous raconte l'histoire de ceux qui, d'un regard, d'un mot, ont perdu toute espérance. 13 novembre 2015. J'avais 11 ans, la télé allumée devant moi, on parlait d'une attaque terroriste. Ça veut dire quoi? Des morts, des proches en deuil, de la souffrance? Allez dire ça à un enfant. Allez lui dire que derrière les visages des familles, des victimes, des familles, allez lui dire qu'ils sont morts. À partir de cet instant, je me suis vu dans leur regard, j'ai compris que je pouvais moi aussi perdre un proche. De leur dernier regard, de leurs derniers mots. Je fonds en larmes, je suis dans le déni, réalise après l'ampleur de la situation et au final, je me regarde dans un miroir. Difficile de perdre un être cher. Après ces mots, après ce regard, de s'en remettre, de se remettre à Dieu, à la justice, à soi-même, au déni, au souvenir ou au bon temps passé ensemble, afin de guérir, de renaître et de ressusciter après l'épisode de la souffrance. La guérison est possible, il suffit de dire à la vie d'aller voir ailleurs. Oui, j'y suis arrivé, on y est arrivé. Nous avons trouvé tous la potion magique afin de guérir. Ne laissez pas ces regards, ces mots vous vaincre. Ils ne sont certainement pas une finalité de votre existence, mais un tremplin, comme l'athlète avec sa perche qui surmonte la barre horizontale, se dressant devant lui. Nous aussi, nous devons sauter à un moment donné par-dessus les épreuves que la vie nous a gentiment préparées et que nous surmonterons au moment voulu, notre volonté de guérison. Me voilà à la fin, j'ai choisi Sciences Po, la pluie et les policiers qui me poussent. Je vous vois avec vos regards, mais cela ne me regarde pas. Bonsoir, je suis Thérèse Framand et je prends la positive. Chers membres du jury, cher auditoire, j'ai une confession à vous faire. J'aime. Oui, j'aime, et à ce titre, je ne rougis pas, car j'irai jusqu'à dire même que ce fut jusqu'ici la passion qui m'anima. Mon amour à moi, c'est la scène. L'endroit où même un rôle endossé est pourtant toujours un lieu de vérité. Camus l'a dit, et dans ses dires, à vrai dire, je me retrouve pleinement. Car moi, Thérèse Framand, 18 ans et toutes mes dents, c'est quand je chante, je joue, je ris, je pleure, je crie, j'envie, j'expire. Et j'ai peur qu'en vérité, je vis à la folie, qu'en vérité, je vis passionnément. Pourtant, un jour, mon monde s'est effondré. Cette fois, ce n'était plus le théâtre et ces 4 murs qui me révélaient ma vérité, mais la personne qui m'était la plus chère, qui me disait ces 4 vérités. Il a suffi de quelques caractères, d'un chat Instagram, d'un... Thérèse, je peux t'avouer quelque chose? Oui, dis-moi tout. Eh bien, pour tout te dire, je trouve que tu joues mal. Tu en fais trop et ça se voit. Mon monde s'effondrait. De ces mots, je ne guérirai jamais.
De ces mots venait d'être créé mon plus grand mot. Oui, c'est vrai. Vous avez tous raison avec vos mots. Je suis sans nul doute trop émotive, toujours trop motivée. J'assumais assez dans le moment présent. Je devrais sûrement écouter les autres modèles. En bref, vous l'aurez compris, de certains mots, de certains regards, on ne guérit pas. Et pourquoi ? Eh bien parce que, comme énoncé, la principale fautive à la barre des accusés, j'appelle la vérité ! Un mot, c'est l'expression de la pensée. Un regard, c'est l'expression de son humanité. Même si parfois les mots peuvent être manipulés, reformulés ou regrettés, le regard, lui, ne saurait jamais vous mentir. Par exemple, tenez, vos pupilles se dilatent quand elle vous parle. Son regard est bouleversant de profondeur. Vous aimez. Parce que the eyes, Chico, they never lie. Parce que la première chose que vous voyez en rencontrant quelqu'un, c'est son regard. Parce que quand vous cherchez du soutien, c'est dans le regard de l'autre que vous le trouvez. Alors oui, il est difficile de guérir de ces rares moments où l'humanité dit sa vérité. Y êtes-vous récemment allé au Panthéon? Car au rez-de-chaussée, là où reposent les plus illustres, à l'entrée du caveau 13, vous serez frappé par le regard de 22 résistants pris en photo avant d'être fusillés. Et quoi de plus poignant qu'être fusillé du regard par le regard des fusillés? Pour citer Jean Hatzfeld, les yeux du tué sont pour le tueur sa calamité s'il les regarde. Ils sont le blâme de celui qu'il tue. Comment guérir? Comment oublier ce regard? Missak Manouchian lui a crié « La France !» en s'abattant. Comment guérir? Comment oublier ces mots? Oui, il est impossible de guérir de ces choses-là. Comme la feuille de papier que l'on froisse, plus jamais elle ne sera lisse. Tentez de la repasser et elle se trouvera. Mais si l'on ne guérit pas, c'est peut-être pour une bonne raison. Ne pas guérir pour toujours se souvenir. Gardez à vie cette déchirure pour l'horizon de votre futur. Et puis oui, quoi, regardez-moi. Depuis ces mots que j'ai reçus, je n'ai jamais été autant sous les projecteurs. Je n'ai jamais eu autant la rage, la fougue, l'envie inarrêtable de monter sur scène, de prendre ma revanche et de faire ce que j'aime. Et peut-être qu'un jour, j'irai même jusqu'à dire que moi, je veux mourir sur scène. Pardonnez mon envolé lyrique, mon trop-plein de poésie et maintenant mes chansons, mais ce sujet si profond mérite qu'on le sente pleinement. Alors je vous pose la question à vous, cher jury. Est-ce que vous me sentez? Car je peux vous assurer que de mes mots et de mon regard ce soir, vous ne guérirez jamais. Merci beaucoup à la triplette 1. Pardon? Alors, Edem nous a dit hésiter entre la chaleur du Maroc et le froid parisien. Moi, j'ai une question. Donc, votre pote Edem, est-ce qu'il pense vraiment que Retailleau va lui laisser le choix? J'ai pas envie de me faire ficher S, donc je vais faire attention à ma réponse. Je pense que dans ses rêves, il va essayer de rejoindre le Maroc, mais dans la réalité des faits, je pense qu'il va rester très bien avec les CRS de Sciences Po. Cher Adam, cher Swan, est-ce que c'est si indispensable que ça de guérir pour aller mieux? Vous savez, vous vous adressez à la triplette qui a obtenu un tarif de groupe sur le Xanax, alors en termes de guérison, on n'est pas forcément les mieux placés pour vous répondre. Oui, j'ai une question très rapide. Est-ce que vous trouvez aussi que Thérèse en fait trop? Elle en fait juste assez qu'il en faut pour qu'on puisse arriver en demi-finale puis en finale.
Est-ce que vous pouvez me donner un petit conseil pour guérir des cris d'Adam sur les attentats du 13 novembre? Enfin, là, je me sens très mal. Alors, vous vous adressez vraiment aux personnes qui l'ont entendu 42 fois ce discours. Mes oreilles, en effet, sont heurtées. Et donc, j'ai une solution très simple, le Doliprane. En réalité. Très médicament, tout ça. Est-ce que vous pensez que les maux d'Adam sont ses propres remèdes? En effet, Adam est assez égocentrique. Donc, en effet, quand il parle, ça lui permet d'exprimer sa propre vérité. Et souvent, ça permet un peu de guérir de ses traumas d'enfance, dont je ne discloserai pas toutes les causes aujourd'hui. Après, vous avez entendu Adam, mais juste après Thérèse. Et Thérèse, sa passion, c'est la scène. Alors, qui est le plus égocentrique entre les deux? Je suis pas sûr de pouvoir vous répondre là-dessus. J'en ai une aussi. Adam a parlé du fait de trouver la potion magique pour guérir. Moi, je me demande, il y avait quoi dans la potion magique de Thérèse? Énormément de café pour écrire son discours à 2h du mat sur un Google Doc partagé. Puis le Xanax, on a toujours le tarif de groupe, donc ça, vous inquiétez pas, on maîtrise. Je fais mon troisième et dernier name dropping politique. En plus, elle est nulle. Mais du coup, Thérèse nous a dit qu'elle adore la scène. La scène. Est-ce qu'elle va nous faire une Amélie ou des Castera? Non, elle va nous faire une Vanessa Paradis. On va passer à la triplette 10 sur la citation. Le plus clair de mon temps, je passe à l'obscurcir de Boris Vian. Il en reste combien? Il en reste. Moi, je commence à être. Là, tu commences à être quoi? Un peu. Ah, il y a des inhibés là. Allez, on y go parce qu'on n'a pas le temps. Ah, c'est Mathilde Biel. Non. C'est horrible, elle aurait pu finir. Je n'ai jamais aimé les plafonniers. Je n'ai jamais aimé les lampes LED, que je trouve trop LED. Je n'ai jamais aimé et je n'aimerais jamais les lampes aux ampoules à 400 watts qui vous brûlent la rétine, qui forceraient un comateux à se lever pour éteindre cette horreur et se recoucher. Ces lumières cruelles qui exposent à tous vos cernes et les détails de votre visage bouffi dans la rame de métro à 8h du mat. Et je n'aimerais jamais les lumières cliniques et désinfectées de l'hôpital, qui révèlent toutes les aspérités de la vie, qui forcent leurs projections froides et indifférentes sur les décès et les naissances, qui éclairent sans distinction les rencontres et les adieux. Moi, je suis partisane des lampes de chevet. Des lampes de chevet, des lampadaires jaunes de Paris la nuit, des guirlandes lumineuses des terrasses, des lumières douces et tamisées des cafés, des bougies à la flamme vacillante et romanesque. De ce clair-obscur, nous peut surgir une forme de magie complètement étrangère aux lumières claires. Alors, abolissons la clarté. Qui a encore besoin de voir clair aujourd'hui? Quoi, vous dites, oui, c'est pour voir le monde en entier? Franchement, éteignez. Éteignez, obscurcissez, ça n'est pas radical, ça n'est même pas nouveau. On le fait tous, on passe tous le plus clair de notre temps à l'obscurcir. Mais parce qu'on n'est pas fait, parce qu'on n'est pas assez fort pour tout voir, pour tout vivre. On craint la lumière, comme on craint d'être trop heureux parfois, alors on atténue nos sentiments, on travaille à rendre plus sombres nos sentiments les plus clairs. Mais parce que quand ils sont entiers, quand ils s'affichent dans toute leur clarté et leur intensité, mais on en a peur, ils sont trop grands pour nous. C'est l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes. Quand amoureux, on s'abandonne à l'optimisme naïf des illuminés qui bientôt se brûleront les ailes à la flamme de leur amour. Oui, si vous vouliez un discours feel good, fallait me donner un autre sujet. Il m'a plombé pendant 3 jours, j'espère vous plomber 3 minutes.
Obscurcissez. Moi, c'est dans l'obscurité que je suis heureuse parfois. Et quand le feu des projecteurs est trop vif, quand vos sentiments vous dépassent, vous submergent, rappelez-vous, vous avez le droit d'éteindre la lumière et d'invoquer Baudelaire et ses vers. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. Enivrez-vous. Enivrez-vous, et je dirais dans la mesure, c'est paradoxal. Mais je ne vous parle pas de cet alcool sale, je ne vous parle pas de vous saouler et de vivre trop intensément la soirée, d'embrasser qui vous voulez jusqu'à finir inévitablement en gueule de bois le matin suivant. Non. Non. Ce n'est pas de cet alcool-là dont je vous parle. Je vous parle du verre, qui vous rend un peu pompette, celui qui fait le vide dans votre tête, celui qui modère plus qu'il ne libère, celui qui fait taire les bruits autour et qui tamise les lumières. Alors je vous vois venir, n'allez pas me reprocher de gâcher mon temps par refus de voir clairement, n'allez pas me reprocher de le souiller d'obscurité, n'allez pas, avec votre armée de clairvoyants, tenir méchamment mes yeux ouverts sous une lumière d'interrogatoire par espoir de me voir renoncer à mon échappatoire. Mais c'est mon temps, il m'appartient. Il n'appartient qu'à moi de demeurer, si je veux, si j'ai envie, dans ce confortable crépuscule que je me suis créé. Alors j'affirme, Platon s'est planté, sortez pas de la caverne. Sortez pas, restez bien au chaud. Continuez de prendre ces ombres sur le mur pour des réalités. Vous seriez bien trop déçus par leur âpre vérité. Parce que, mesdames, messieurs, vous ne supporteriez pas l'aveuglant soleil du dehors. Surtout restez cachés dans l'obscurité. Ce discours est un éloge à sa beauté. Mesdames et messieurs, je vais à mon propre enterrement. Cette solennité, cette monotonie cadavérique dont je ferai preuve, c'est pour essayer de vous offrir une perspective qui n'est en aucun cas neuve. L'obscurité nous tue, et en voici la preuve. Colin me dit, la lumière me gêne. C'est à ce moment-là que j'ai envie de lui dire, mets des lunettes de soleil, mec. Lui, il passe le plus clair de son temps à l'obscurcir. Dans ce cas-là, vaut mieux pas juste mourir, crever une bonne fois pour en finir. Contre ça, j'ai décidé que le plus noir de mon temps, moi, je le passe à l'éclaircir. Mesdames, messieurs, ce Colin dont je vous parle, qui a 22 ans, c'est soit un psychopathe, soit un peureux petit enfant, car seul le lâche ou le malsain vont fuir la lumière en courant. Malgré tout, c'est ainsi que s'articule son plan, salir les beaux draps blancs d'une tache de sang, ruiner tous les meilleurs moments. C'est vrai, on a des problèmes, nous les hommes, on pense à notre mort le jour de notre anniversaire, et le jour de notre mariage, à notre divorce. Ces pensées, néanmoins, il faut les taire afin que notre esprit soit clair, clair comme l'olé sur les plages de Corse. Bon, c'est pas non plus du code Morse. L'enjeu est assez simple à comprendre. On nous parle de lumière LED, si LED qu'on a envie de se pendre. Or, ces apologistes de l'obscurantisme font preuve d'une hypocrisie bien grande, une idée indéfendable qu'ils souhaitent défendre, car ils ont peur de la lumière à Skip, mais le soir... Mais le soir, dès qu'ils rentrent chez eux, que font-ils? Ils allument la lumière. Vous avez peur de la lumière? Allez-y du coup, sans torche, marchez dans les ruelles sombres ou bien l'escalier obscur de votre immeuble descendre. Il y a un proverbe en grec pour parler des ignorants, c'est bien ceux qui dans leurs yeux jettent des cendres. C'est un peu banal, mais à quoi bon voir le verre à moitié vide, malgré ses lumières LED livides,
Il y a dans la beauté en tout, même dans le divorce, comme nous l'a appris David. Todd, moi j'ai donc un désir avide, aimer la vie en son entièreté, sans artifice et sans méthode. Certes, cette vie est souffrance, mais elle vaut la peine d'être vécue. Il faut faire preuve de quelque persévérance et non pas d'indifférence, d'ignorance, car quand la nuit tombe, notre lampadaire de nuit est notre seule assurance. Il faut vivre avec la lumière, c'est bien notre ultime défense. Faut vivre la vie, goûter, sentir, voir, de tout. Faire l'expérience et pour y aboutir, un seul outil, la clairvoyance. Peut-être préfère-t-on le confort, cette chaleur paradoxale que nous offre l'obscurité. Or moi, je vous invite à l'ouvrir, cette boîte de Pandore, brisez cette maudite amphore et laissez votre esprit se libérer. Sinon, une vie entière que vous aurez vécue, pourtant, celui qui lit votre biographie s'endort, car l'obscurité vous a éclipsé. Mesdames, messieurs, la lumière vous gêne sans doute parfois, mais noir sera aussi l'intérieur de votre cercueil. Ainsi, ne passons pas notre vie dans le deuil, car un jour, la nuit éternelle viendra, nous, morts sur notre fauteuil, avec une petite étincelle dans l'œil, qui n'a pu vivre, car nous avons décidé que le plus clair de nos temps, on le passe à l'obscurcir. Moi j'ai un. Bon, allez-y parce que j'ai écrit encore. C'était qui? Victoire a parlé de nous plomber. Où cache-t-elle ses armes? Dans son cœur, parce que je crois qu'elle a un cœur de pierre. Victoire nous a parlé de ce verre d'alcool qui vous vide la tête, tamise les lumières, fait le silence autour de vous. Il faut mettre 2 ou 3 cachets de MDMA dans ce verre. Il faut en mettre beaucoup trop parce que voilà, c'est juste pas possible sans. Alors, Victoire nous a dit que salir les draps, ça pouvait ruiner un bon moment. Alors, question existentielle, est-ce que selon vous, il ne faut jamais finir? Je pense que la question, elle n'est pas pour moi, mais pour Gérard Depardieu. Ah non, vous êtes nul. Vous voulez que je fasse encore un truc? Ouais, vas-y. Allez. Je continue, parce que je suis le seul inspiré. Vu le rythme de parole de Dimitrios, est-ce que c'est pas plutôt en lisant sa biographie qu'on va tomber dans le sommeil éternel? Non, mais il a la flamme, mais là, il l'a caché pour vous. Mais il a la flamme dans son cœur, c'est sûr. Est-ce que c'est parce que Dimitrios a les lunettes de Jeffrey Dahmer qu'il parle beaucoup de morts? Des connards. C'est pas un peu les mêmes lunettes que vous avez? Et c'est une très bonne réponse. Merci beaucoup, la triplette 10. Merci d'accueillir la triplette 11 sur la citation «L'absence de lumière fait que je suis dans le noir». C'est marrant ça par contre. Non mais c'était vraiment. Ok.
Bonjour, je suis Nala Mancor et je vais prendre le sujet, l'absence de lumière fait que je suis dans le noir, à la positive. Je sais pas, bravo, enfin, je pense qu'on peut tous applaudir Damso, 32 ans, élu meilleur rappeur francophone, 5 ans de disque d'or à son actif, triple certifié disque de platine. Tout ça pour nous sortir des banalités qui volent aussi haut que l'eau ça mouille, le feu ça brûle, la neige c'est froid ou il pleut à Paris, enfin bon. Bref, notre glorieux William vient tout juste de découvrir qu'appuyer sur l'interrupteur, ça met dans l'obscurité. Enfin, merci Sherlock. Vous me direz, si c'est pour sortir des banalités comme ça, il aurait sans doute mieux fait de se retirer encore une fois dans sa caravane, franchement. Enfin, passons. Concrètement, il faut qu'on comprenne ce que veut nous dire Damso. Peut-être qu'il ne fait pas confiance des portes ouvertes. Peut-être même qu'il en découvre des cachets. Et nous les révèle et nous encourage à y réfléchir à deux fois. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai réfléchi, et là, quelque chose m'est revenu. Cette histoire d'absence de lumière, ça m'a ramené à quand je vivais au Sénégal, à Dakar. Le Sénégal, mon beau pays, avec ses paysages à couper le souffle, sa gastronomie incomparable, mais surtout, un élément crucial de l'expérience sénégalaise, c'est la coupure d'électricité. Mais oui, alors, imaginez, le soir de Noël, avec la famille, ma tante donne son avis politique douteux, ça crie, ma mère se lève de table, furieuse, enfin bon, la routine, on adore, c'est convivial. Et puis, au moment du dessert, meilleure partie, on entend le bruit familier du désespoir, le clic du disjoncteur. Et puis, les panneaux solaires qui devaient nous aider, enfin, évidemment, ils décident qu'eux aussi, ils ont droit à une pause, c'est Noël. Enfin, mais ne croyez pas que tout s'arrête là. Non, non, non. Maintenant, c'est mission commando pour trouver des bougies, histoire de ne pas passer le soir de Noël dans le noir complet. À ce moment-là, si l'absence de lumière a un effet immédiat, c'est bien de me rappeler que mes orteils, eux, ne sont jamais à l'abri du coin d'une table. Mais dans ma douleur, je chope les bougies et, acceptant notre sort, la soirée se transforme en dîner aux chandelles et jeu de cartes. Très sympa. Vous comprenez pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que c'est une parfaite illustration du fait que même dans une situation nulle, il y a toujours un moyen de tirer quelque chose de bon. Parce que notre cher Damso, oui, nous dit que l'absence de lumière plonge dans le noir. Et si on écoute le reste de sa chanson, on comprend vite que lui veut nous plonger dans la dépression. Enfin, je cite, « La méchanceté des hommes m'attriste beaucoup. En cas d'échec, je serai tout seul. Et la voix des anges résonne moins que celle des vautours. » Enfin, poétique, mélancolique, oui, d'accord, tout ça. Mais surtout, on a envie de sauter du toit. Moi, je résiste. Je refuse de faire un discours déprimant. Il fait déjà assez moche dehors pour en rajouter. Alors, c'est pour ça que je décide d'utiliser un de mes grands talents, le déni, pour donner une interprétation positive à cette citation. Et c'est dans cette décision même que j'ai prise que se trouve la réponse. L'humain est doté d'un pouvoir de résilience remarquable. Ce qui fait qu'on a toujours réussi à maximiser toute situation peu arrangeante. Un bras cassé, le plâtre devient la toile de toute la classe. Plus d'électricité, soirée bougie. Un tsunami ravage la région entière. C'est l'occasion de monter son entreprise de BTP. L'entièreté de ta famille est morte dans le tsunami. Ouais, bon, ce raisonnement connaît quelques limites. Mais c'est là qu'on se distingue par notre force de caractère. C'est simple, vous allez voir. Tu es triste ? Arrête. Et puis moi, il y a de la lumière, mais ça m'arrange. Comme vous pouvez le voir maintenant, je déteste être sous le feu des projecteurs. Et des fois, il y a des choses qu'on préférait ne pas voir. En tout cas, ce que les lampadaires de Paris me montrent, c'est des rats. Donc franchement, vous pouvez les éteindre. Vous voyez, je suis convaincue que l'obscurité est notre amie. Dans un monde plongé dans le noir, on est tous à égalité. Vous pouvez briller de vos qualités sans avoir à être scruté de tous les côtés. Alors Damso, je suis navrée, mais être plongé dans l'obscurité, ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Fermez les yeux et ressentez votre caractère, vos envies. On ne voit plus vos défauts. Et en fait, c'est ça que vous n'avez pas compris. C'est que dans l'obscurité, on est libre. Donc je m'appelle Elie Puc et je vais prendre le sujet du coup l'absence de lumière fait que je suis dans le noir de Damso à la négative. Quand j'étais gamin, on jouait à se bander les yeux. On s'aveuglait. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je me suis pas bandé les yeux comme un con pour jouer à des jeux. Puis tout le monde trouverait ça bizarre, mais quand j'étais gamin, on nous cachait même les yeux pour nous faire des surprises.
On nous foutait sous la table pour la galette des rois. Mes parents faisaient souvent ça, pour tout et n'importe quoi. Il y a 10 ans, on avait le regard naïf de gamins émerveillés par la vie, de vrais imbéciles heureux. Ben ouais, il en faut très peu quand on est enfant. On se tient la main, on dit qu'on va se marier, on rêve de monter l'Everest, de devenir astronaute. Le monde dans sa totalité est un terrain de jeu immense. Puis on voit que le bon chez les gens, les enfants, c'est pur. Mais nous, on s'empêchait de voir le monde de cette façon, en se bandant les yeux. Et peut-être qu'on n'aurait pas dû. Peut-être qu'il fallait pas se voiler la face. Parce qu'aujourd'hui, sans le vouloir, je me condamne à essayer de voir le pire chez les gens, pour éviter toute surprise, toute déception. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix, de plus l'avoir. Aujourd'hui, je mets la lumière sur des choses qui appuient nos caractères parfois sombres. Sauf qu'en se bandant les yeux, on voile ceux des autres. Ça va vous paraître peut-être tiré par les cheveux ce que je viens de dire, mais regardez nos yeux. Ils sont le reflet de nos âmes. D'ailleurs, on dit qu'une vérité crève les yeux. Et puis, comment apprendre à se connaître quand nos pensées hurlent dans nos yeux et ne rêvent qu'à en sortir? Peut-être bien qu'il faille faire disparaître la lumière pour laisser une chance à l'autre et ne pas fantasmer sur ses pensées. Parce que oui, moi je vous le dis, c'est la lumière qui nous plonge dans l'obscurité, qui met en valeur nos moindres erreurs, qui nous fait nous rendre compte des conneries qu'on a pu sortir, des maladresses qu'on aurait pu éviter, des horreurs auxquelles on a pu penser. Et si ça marche comme ça, je pense que c'est parce que le cerveau humain est souffrant et que l'absence de lumière sur cette souffrance nous permet au contraire de rester hors du noir. Regarde-moi, je me tiens là devant toi, plonge tes yeux dans les miens et je ferai de même. Je te parlerai sûrement de cette fois où tu t'es tapé la honte devant tous ces gens. La fois où la personne que t'aimais le plus t'a brisé le cœur au milieu de la rue sous la pluie comme ça. Il a braqué tous les projecteurs de la ville sur toi. Il t'a humilié. Tu t'es sentie misérable, tremblante. Ça fait mal, pas vrai? Mettre au clair tout l'obscur. Tout ce mal, on l'enferme chez soi à la cave, on le ferme à clé qu'on fout sous le tapis et tapis qu'on bouge plus jamais. Parce que ça demande du travail d'accepter qu'on a tous souffert, qu'on est tous marqués par des traumatismes et que je me sens désolée pour vous, mais si vous pensez que ce n'est pas le cas, ben c'est justement à cause de cette absence de lumière que vous ne vous sentez pas dans le noir. Et cette absence de lumière se trouve chez les enfants. Les enfants sont de vrais gens heureux, mais vous voulez que je vous dise quelque chose? Les gens heureux sont de vrais imbéciles. Pour la simple et bonne raison qu'ils ne mettent jamais la lumière sur rien. D'ailleurs, j'ai horreur des gens heureux. Putain, et je me sens même pas mal en le disant. Les gens heureux, j'ai envie de vous secouer, de vous tenir par la manche, de vous faire sortir de votre trou et de vous foutre à la porte pour vous dire « Voilà, regarde le monde tout pourri dans lequel on vit et dis-moi, merde d'imbécile heureux, comment tu peux pas sombrer dans l'obscurité ?» Puis je le vois me regarder. Je le vois regarder les gouttes de pluie qui tombent sur nos joues, le petit vieux qui file à manger aux pigeons, les gamins qui se courent après, et ces jeunes amoureux, émerveillés à l'idée de s'aimer une première fois. Puis il me dit, regarde, c'est toi l'imbécile. Regarde comme le monde est beau, comme chaque regard se pose sur les minuscules plaisirs de la vie. Après quelques pas, je me dis qu'il a raison, je suis qu'un idiot, et ça me fait rougir de me l'avouer. Mettre la lumière sur le monde, ça revient qu'à voir tout le noir dont il est empli. Donc dites-moi, qui ferait ça sciemment, remis un idiot fini? Alors, Élie, entre autres choses joyeuses, nous a demandé d'enlever le voile qu'on avait sur le visage. N'est-ce pas compliqué aujourd'hui à Sciences Po de dire ça? Commencer avec les questions un peu faciles, là. C'est sûr que ça peut paraître polémique, mais ne participons-nous pas à une épreuve de sciences polémiques? Élie nous a dit au début de son discours, les enfants, c'est pur. Est-ce que comme Théophile, lui aussi, il irait pas un peu trop souvent sur l'île aux enfants? L'île aux enfants, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on y fait. Aujourd'hui, à Sciences Po, on a vu beaucoup d'enfants,
Pour l'instant, on n'a pas eu de réclamation ni de plainte, donc on va peut-être attendre de voir ce que ça peut donner. Damso nous a dit « Dieu ne ment jamais ». Est-ce que votre triplette a choisi d'être athée? Honnêtement, on a voulu représenter en fait l'ensemble des personnes qui pouvaient être présentes ici. Et comme vous le voyez, dans notre triplette, on a quand même une certaine diversité. Donc, on a un Américain juste ici. Bon, voilà, on a quand même une triplette assez soudée malgré notre diversité. Alors, acceptons la diversité. Merci, c'était touchant. J'aimerais savoir, donc Ellie nous a dit que regarder, que les yeux étaient le reflet de l'âme. J'aimerais savoir, quand tu regardes Akram, elle ressemble à quoi son âme? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? On a tous cette réaction, Oui, c'est un peu ça le problème, mais je vois un âme très très brillant. Je pense qu'il va falloir que je mette les lunettes de soleil parce que sinon. Pas mal. Vous voulez y aller? Sur ce, mon âme très brillante va faire preuve de beaucoup de méchanceté. Ellie nous a dit qu'elle était horrifiée par les gens heureux. Est-ce qu'elle est également horrifiée par les règles de prononciation du français? Les gens heureux, il y a un H. Alors, ici, on est à Paris, mais aujourd'hui, notre pari à nous, c'était de faire accepter l'accent du Gers, que porte très bien Ellie. Donc, félicitations à lui. Et on vous en fera écouter bien plus lors de la finale. Vous allez l'apprécier, vous allez voir. Alix, je peux pas poser une autre question, Alix? Je peux poser une question? Non, si on n'a pas le temps, je la pose pas. Bah, du coup, ça rejoint le même jeu de mots. Si les gens heureux sont des imbéciles, quid des gens gays? Beaucoup, attention. I ou un Y? Avec un I ou un Y? Bah, c'est à vous de me dire, c'est le principe d'un jeu de mots. Sinon, vous savez, on peut l'écrire à l'inclusive gay, A-Y-I-S. Et ben voilà, parfait, on est à Sciences Po. Hein. Merci beaucoup, la triplette 11. On va maintenant appeler la triplette 17 sur la citation « L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'imagination ». C'est ton frère. Oui, c'est le frère de Noémie. Vas-y. Je commence. Ok. À toi, Jean. C'est quand tu veux. Ce n'est pas le frère de Noémie. Jean Cassignol, à la positive, je crois. Mais non, c'est pas son frère. C'est bon. Ah, top. C'est cool, Sciences Po. Tu glisses en dessous. C'est cool, hein. Autre question comme ça? C'est bon. On est grave dans les temps. Hyper dans les temps. Vous me dites quand c'est bon. Ah. Je vais vous présenter Giulio et sa gogo danseuse. Je me dois d'hyperboliser mes propos parce que la fameuse gogo danseuse, on l'a surnommée Morgan Makeup. Mais, nous humains, sommes dotés d'une capacité inimaginable, littéralement incroyable, qui est celle de l'imagination. Donc, Giulio a cette grande capacité de pouvoir oublier que ce n'est pas la reine, mais bel et bien le crapaud qui est à ses côtés. Cependant, Giulio est amoureux, un amour sain, beau, tout simplement parce qu'il est aveugle. Oh, trop mignon, il est aveuglé par l'amour, gna gna gna. Vas-y toi, non. Aveugle, c'est-à-dire qu'il a cette chance si puissante de pouvoir n'aimer que l'être et non pas le paraître. Et en même temps, il a cette malchance de toujours se taper la tête contre les murs.
Parce qu'il est aveugle. Ouais, petite blague. Ça va, j'ai rigolé. Il faut comprendre comment il est devenu aveugle au petit défaut. Comment il a su passer au-dessus de ça. Il était jeune, seul, si seul. Chaque matin, pour aller à l'école, son ventre se tordait, se nouait. Il se demandait sans cesse qui s'intéresserait à lui, lui qui avait tant de choses à dire et pourtant personne à qui les confiait. Il avait besoin de partager ses angoisses, de dire qu'il ne pouvait plus dormir la nuit, que ses idées s'obscurcissaient. Mais personne, pas un regard, pas un mot. La réalité sombre, ou sombre réalité, peut-être un peu des deux, on le trouvait étrange, un télo, celui qu'on préfère éloigner. Parfois, il devenait ce personnage détestable, qu'on frappe, qu'on humilie, celui qu'on préfère harceler. C'était dans le silence qu'il trouvait du réconfort. C'était dans ses pensées qu'il se sentait plus fort. Parce que dans ce monde à part, il avait ses amis, ces personnes qui pouvaient l'aimer. Pas des amis comme les autres, mais des amis imaginaires. Eux, au moins, ne le jugeaient pas. Il écoutait, le comprenait. Le vieux platane, au bout du parc, devenait un dieu de la forêt, prêt à le protéger. Le chevalier en armure, brillante, venait lui rendre visite chaque soir, lorsque ses angoisses le prenaient à la gorge. Et puis, il y avait ce géant bienveillant, qui lui murmurait que tout finirait par changer, qu'il n'était pas condamné à être seul. Dans ces moments-là, il se sentait enfin en paix. C'est dans ces moments-là qu'il aime, que l'amour qu'il porte à son imagination dépasse ce qu'il voit. C'est à ce moment-là qu'il peut aimer, qu'il se sent aimé. Mais ne vous enfermez pas. Essayez, cherchez, trouvez cette personne qui vous aimera. Mais ne la cherchez pas du regard, n'essayez pas de voir cet amour. Et vous saurez qui est fait pour voir. Et si cette personne a quelques défauts, avec assez d'imagination, vous pourrez l'idéaliser. Enfin bon, quelle idée d'aimer ce garçon bizarre qu'on ne connaît pas. Maman, la maîtresse m'a encore dit devant tout le monde que je ne servais à rien, que je n'écoutais jamais. Et les copains m'ont encore tapé à midi. Donc j'ai une idée. Pour que je ne vous cause plus de problèmes, à toi et à papa, je n'ai qu'à mourir. Et au moins, tout sera plus facile pour vous. Il avait 8 ans. Putain, c'est plutôt nul comme fin. En plus, ça nique le refrain. Mais je ne veux pas tuer cette histoire qui finit si bien. Donc je me dois de déclamer son poème. Oui, son poème qu'il avait destiné à la fille qu'il aimait. Dans l'ombre douce, où mes yeux ne voient rien, je t'imagine, lumière, au loin dans l'air serein. Tes traits sont des songes, des rêves tissés, que mes doigts cherchent en un monde effacé. Je te dessine dans l'écho de tes pas légers. Chaque battement de cœur me fait voyager. Je vois l'amour bien au-delà des regards, où l'imagination allume des feux illusoires. Si mes yeux sont clos, mon cœur est une mer, où tes rêves s'épanouissent dans le mystère. Et même aveugle, je vois ton âme en flamme, car l'amour ne vit pas Dieu, mais de l'âme. Pour la négative. Ça marche. Ouais, c'est mon carré. Ça marche, bien. Je te prends pour époux. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse, dans la pauvreté, dans la maladie et la santé, pour aimer et chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un jour, je prononcerai ces mots, comme beaucoup d'entre vous, j'espère, car je crois au mariage, à l'amour tendre et passionnel, à l'amour qui unit deux êtres pour une vie. Mais aussi à l'amour bref, au crush qui nous fait rougir, au regard timide entre deux lycéens. Vous l'avez donc compris, je suis une romantique. Je ne crois pas au coup de foudre. Moi, je ne crois pas à cet amour qui tombe du ciel et qui frappe deux inconnus. Le coup de foudre, c'est trop facile, c'est trop simple pour être de l'amour. C'est une passion, décidée par le hasard de deux corps.
Une étincelle qui apparaît dans la nuit, un éclair de sentiment qui disparaît avant qu'on puisse l'entendre. On ignore d'où il vient et encore plus où il va. Peut-on vraiment faire confiance à de tels sentiments? Peu importe la taille et la brillance de l'éclair, il n'en reste pas moins éphémère. Alors non, je ne construirai pas d'avenir sur les ruines d'une passion, aussi séduisante soit-elle. Non, moi je crois en l'amour comme un choix, comme une décision, comme un risque que l'on prend. Une question qui nous heurte chaque matin et à laquelle on répond oui, chaque soir, une fois dans les bras de celui ou de celle qu'on aime. Et quand ma famille demandera pourquoi lui, je veux pouvoir leur répondre parce qu'il me comprend, parce qu'il me pousse à devenir la meilleure version de moi-même. Je ne veux pas seulement d'un amant ou d'un ami, je veux un compagnon, un allié, un égal. Quelqu'un avec qui j'ai décidé d'affronter les hauts et les bas de la vie. Plus que fragile, le coup de foudre est dangereux. Il nous inonde et nous noie de sentiments à tel point qu'on ne sait plus ce qui est vrai, qu'on ne sait plus ce qu'il faut croire. Et sous prétexte d'aimer quelqu'un, on le pardonne, on lui trouve des excuses. L'être aimé nous semble si parfait, comme immaculé. Alors pour le protéger, on l'encadre délicatement, on le place derrière une vitre, à l'abri de la réalité. Ouais, il m'a menti, mais cette fois, je vous promis, c'est la dernière fois. Ouais, il m'a trompé, mais il m'a juré qu'il ne le referait plus. Désolée pour ce soir, je vais pas pouvoir venir. Je veux pas trop que je sorte. Ouais, il s'énerve souvent. Ouais, souvent. Mais c'est son caractère, non? Et puis, personne n'est parfait, hein? Et si oui, il m'a frappé ce soir-là. Peut-être que je le mérite. Peut-être que c'est ma faute, parce qu'au final, c'est une bonne personne, hein? Chaque excuse, chaque pardon dessine les contours d'une ombre, d'une illusion, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une pâle copie d'un amour depuis longtemps oublié. Car petit à petit, sans même s'en rendre compte, l'objet de notre amour n'est plus une personne, c'est un idéal, un fantôme de nos désirs, derrière lequel on ne cesse de courir, pour lequel notre cœur ne cesse de saigner et nos yeux ne cessent de pleurer. Alors ouais, la vie c'est pas toujours facile. Encore moins quand on parle de l'amour. En réalité, c'est vrai, on ne décide pas de tous nos sentiments. Et parfois, oui, ce sont nos émotions qui nous contrôlent. Parfois, on ne se reconnaît plus. On devient quelqu'un d'autre quand on est amoureux. Quelqu'un qui jette son téléphone après avoir envoyé un message sur Insta. Quelqu'un qui sourit dans le vide pendant un cours de maths. Quelqu'un qui rougit à peine on croise le regard d'une certaine personne. Mais même dans ces moments-là, notre réaction est le résultat de nos choix. Car pourquoi est-ce que tu rougis devant cette personne et pas une autre? Parce que tu as décidé de regarder cette personne et pas une autre. Et de la même façon, on choisit celui devant lequel on est vulnérable. Celui qui vaut la peine de prendre le risque d'être blessé. De prendre le risque d'exposer bien plus que son corps, mais aussi ses peurs, ses hontes, par amour, par confiance, par foi. Comme si on chuchotait nos plus grands secrets à une tombe. Ainsi voir une armure qui s'effrite, des larmes qui affleurent, une âme qui se révèle sous la pudeur du regard de l'autre. Une faiblesse comme un cadeau que l'on offre. Alors si un jour je te dis, je te prends pour époux, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je veux l'avoir décidé, je veux t'avoir réellement choisi. Car l'amour est un choix, et on choisit toujours de regarder celui qu'on aime. Alors, merci beaucoup, la triplette 17. On a entendu le petit poème que Jean écrit à son amoureuse. Est-ce que vous trouvez pas que ce mec a la gueule du gars qui joue de la guitare à son premier date avec une meuf? Ouais, le beau gosse surfeur sur la plage, c'est ça? Sans... Ouais, oui, je sais pas, mais bon, faites-en ce que vous voulez. Ouais, carrément. De toute façon, Julio, il ressemble un peu à Kenji Girac. Il aime bien avec sa guitare. Ok. Tu dis ça pour l'accent, enfin, c'est pas très sympa, mais... Oui, alors Nouad nous a dit vouloir prendre le risque d'être blessée après avoir parlé des violences conjugales. A-t-elle fait la formation VSS obligatoire? Évidemment.
c'est une très bonne élève, une élève brillante qui a fait tout ce qu'il fallait. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'imagination. Est-ce que l'imagination peut être aveugle? Je ne dirais pas que l'imagination, elle peut être aveugle, mais qu'elle le doit, parce qu'elle a d'autres moyens de regarder les choses. Donc, je pense que l'imagination, c'est vraiment bien plus que le regard, c'est porter ses mains ou ses oreilles sur autre chose. Moi, je suis pas d'accord du tout. Pour moi, l'imagination, ça se passe que dans la tête et c'est propre à chacun. Donc voilà, Clarisse, je t'aime beaucoup, mais je suis pas d'accord. Dans les deux discours, vous avez parlé du fait d'aimer, mais aussi du fait d'être aimé. C'est une question un peu bateau, mais est-ce qu'il vaut mieux aimer ou est-ce qu'il vaut mieux être aimé? C'est une bonne question, Violette, non? Très bonne question. Bah, déjà, il y a certains cas où on peut faire l'un et pas faire l'autre. Moi, j'adore Harry Potter, j'aime Harry Potter. Est-ce qu'Harry Potter m'aime? Pas sûr. Hein. Mais moi, j'adore aimer les gens. C'est ça, parce que comme Harry Potter, on aime aussi être des acteurs et pouvoir avoir le premier rôle dans ce magnifique jeu qu'est l'amour. C'est beau. Jean nous a écrit ce soir « Histoire d'un aveugle ». C'est quoi le titre du prochain roman? Chanson d'un voyant. Nouad nous a dit que, en amour, le coup de foudre est dangereux. Qu'en est-il de se faire foudroyer? Alors, dans quel contexte? Parce que... Foudroyer, donc c'est prendre une certaine agression par la température, comme celle d'aujourd'hui. Je pense que se faire foudroyer, ça nous enlève les idées claires de la tête. Donc, est-ce qu'on peut vraiment aimer après? Je ne sais pas, Violette. Moi, j'aime bien me faire foudroyer, mais... Attention! Second degré! Non, mais dans un concours d'oratoire, par exemple, hein, n'ayez pas de pensée... Humour! Voilà, on se calme. Merci. On n'a plus le temps, Max. J'aurais bien aimé... Merci beaucoup. Merci d'accueillir la triplette 15 sur la citation « Là, j'ai pris conscience qu'il était temps de laisser ma trace ». Bon, là. Donc, moi c'est Cyprien et je vais passer sur là, j'ai pris conscience qu'il était temps de laisser ma trace. J'agresse tes tympans en attendant de laisser ma place à la positive. On dit que Paris est la ville de l'amour et j'en ressens déjà ses effets. Depuis que j'ai investi les bancs de l'amphi, je suis pris d'un élan de poésie. Sincèrement, est-ce que l'un d'entre vous peut tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Alors oui, on me prête un petit côté charmeur. Mais aucun d'entre vous ne sait qui est l'élu de mon cœur. Pour vous, aujourd'hui, en exclusivité, je lève le voile sur ce secret bien gardé. Je t'appelle ici communément par ton petit surnom. Ma daronne. Exemple de loyauté à toute épreuve, tu as tout abandonné pour m'élever. Un deuxième exemplaire est arrivé, c'était la kiffance, mon enfance. Puis, est venue l'adolescence. Je suis devenu un petit merdeux et j'ai pris conscience qu'il était temps de laisser ma trace. Je sentais simplement l'indépendance. Assez de laver la vaisselle, flemme de sortir les poubelles. Je rêvais d'une révolution du prolétariat infantile.
moi et mon frère jouions les Marx et Engels à domicile. Mes premières empreintes devaient être posées là où tout a commencé, au sein du foyer. Je me suis mise en tête que je pouvais mener ma vie différemment. Bordélique que je suis, je critiquais ton côté maniaque, je le regrette maintenant. Je voulais tout connaître, tout en pensant tout savoir. On aurait dit un psychopathe. Depuis que je suis à Paris, la seule chose que je sais, ce n'est pas que je ne sais rien, c'est que je ne sais faire que des pâtes. Pour laisser ma trace toute abstraite, il aurait fallu que j'arrête de rester dans ma tête. Il y avait déjà tout pour me plaire, je ne regardais simplement pas assez à travers la lunette. Alors, j'ai sûrement agressé tes tympans sans le vouloir, juste avec mes âneries et mes histoires. Peut-être te rappelles-tu ce bruit. En voici un aperçu. Ce n'est pas ce que vous imaginez. C'était mon pied qui tapait une pulsation infinie dans la pièce du dessus. Tu as peut-être entendu ça aussi. La 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 la. Ou bien, quelle indignité. Quoi ? Ma voix a donc pu te gêner quand je prouvais sous la douche mes talents en musique, ou pire, que je parlais politique. Enfin, j'avais aussi mes silences, qui pouvaient parfois paraître assourdissants. Ce n'était que parce qu'en mon cœur, c'était déjà trop bruyant. Je pourrais affirmer qu'il n'y a pas que tes tympans qui ont souffert. Sûrement tes yeux aussi, en voyant la quête secondaire de ma coiffure à travers les airs. Ta patience également, en attendant que je prenne rendez-vous pour mes dents de sagesse. Ce n'est toujours pas fait, mais pas de stress. Depuis septembre, j'ai laissé ma place. Après m'avoir emmené jusqu'ici, tu accompagnes le petit frère qui vise littéralement l'espace. Il faut positiver, on me l'a enseigné, comme on dit ici, le plus dur, c'est d'y rentrer. À lui maintenant de tracer son sentier. De mon côté, je pars laisser ma trace dans la ville de l'amour. Tu m'as dit que ça en valait le détour. Ce que là je fais, tu l'as déjà fait. Je ne sais plus quand c'était, mais je crois que tu y étais en 1995. Alors, même si je suis maintenant un grand enfant, il me semble important de terminer sur ces mots qui traversent les temps. Je t'aime, maman. Je suis Ethan Herzog et je prendrai la citation à la négative. Bonjour. 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 Vas-y, fonce. N'oublie pas que t'as aucune chance. Chers camarades du cercle des poètes et des rappeurs disparus. Voilà, ça fait 2 mois maintenant que j'ai ouvert ma cagnotte Litchi. Comment on en est arrivé là ? Vous ne me reconnaissez pas, non ? Vous vous rappelez pas de éteindre la balle ? Non ? Pour la faire courte, j'ai presque perdu mes capacités auditives dans un rap contenders. J'avoue, c'est un peu une honte. Mes tympans agressés, mon territoire annexé, mon amour propre vexé, je n'ai pas fait le poids. L'amour, l'auteur de cette attaque, non, pas l'amour, non, mon adversaire. Ce n'était même pas un OG du game. Vous savez, cette grosse concu qu'il fallait abattre avant l'ennemi, qui avait tant d'inspi. Le jury n'était même pas spécialiste de Michel Foucault. Vous y croyez à cela ? Non. En plus de perdre mes tympans, j'ai été déshonoré en direct. Une parenthèse s'impose. Comprenez-moi, mon traitement lors de cette battle n'était pas du tout mérité, en comparaison avec d'autres. Car jamais une aussi grande infamie fut prononcée, je cite. « Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire.
dans la langue. Ah! Sors de là! Faites-moi grâce d'une telle vulgarité, enfin. On aura tout entendu cette année. Chers collègues, mais à quoi bon vouloir être la figure d'une époque? Et dire qu'on l'a choisi, et dire que j'ai été déchu sans même pouvoir laisser ma trace. Y aurait-il une cabale contre moi? Chers camarades, attendez, pull up l'instru. Voici les questions qui me taraudaient devant la sentence du jury. Qui êtes-vous? Présentez-vous, mes braves. C'était un jury inconnu. Par une simple concertation, les juges se sont permis de me déclarer perdant. D'un simple regard, ils m'ont éjecté de la scène. Alors non, je conserve ma place. On aurait tort de croire que mon verbe ne les a pas impressionnés. Mais leur décision était tout autre. La jalousie, messieurs, la jalousie. À méditer. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Leur trace sera aussitôt recouverte par celle des autres. Devant tant d'incompétence de traceurs confirmés, je suggère de faire un aveu de faiblesse. Ne veut-on au fond ne pas être oublié, ou peut-être oublié, comme Gambi? Être un simple kidam pour les générations à venir. Voilà la réponse. Amis, mon combat est, je crois, terminé. Vos tympans, eux, seront épargnés. Je crois qu'il est temps de rentrer au bercail sans n'avoir jamais pris en main le gouvernail. Ma trace, je la ferai en monoplace. Ma place, hélas, ça sera du surplace. C'était à la balle. Moi, j'ai pas la rêve de quoi? Bah, moi, j'ai pas eu de problème. Dans son discours, Cyprien nous a rappelé son enfance et le moment où il a dit « assez de faire la vaisselle ». Il a dit que c'était une révolution infantile. Moi, je me pose la question, un garçon de 10 ans qui dit « assez de faire la vaisselle », c'est une révolution infantile ou un passage à l'âge adulte pour l'homme? Honnêtement, comme dirait Aurel, voilà, sincèrement, franchement, je sais pas, parce que moi, à la maison, on avait un lave-vaisselle, donc vraiment, on s'est jamais vraiment posé cette question. Alors, Cyprien nous a dit dans son discours au sujet de Sciences Po que le plus dur, c'était d'y entrer, ou d'y rentrer plus justement. Est-ce qu'à votre sens, Sciences Po est une histoire d'amour ou un coup d'un soir? Un coup d'un soir, ça passe mieux, hein. Chez moi, c'est pas encore une histoire d'amour, mais on va voir jusqu'où ça se profile. En tout cas, avec Cyprien, ça commence bien. Ouais, non, ce qui m'a frappé, c'est ça aussi, question en deux volets. Premièrement, premier volet, le plus dur, c'est d'y rentrer. Est-ce que le plus dur, ce ne sera pas d'en sortir? Deuxième volet, moi je pense qu'il parlait de Sciences Po et vous. Voilà, alors, on va pas se servir du micro, mais... Bon, ouais, dans un certain sens, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, tout de suite, c'est qu'il y a Thanos qui est là, il claque des doigts et il y a les extraterrestres qui arrivent. Ouin, 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 ça part en dessous. Encore une question sur le discours de Cyprien. Ah, il faut que je m'arrête. On sera en deux volets, réponse. Ah oui, deux volets, pardon. Temps, voilà. Cyprien a voulu nous faire croire qu'au fond, comme tous les hommes, son grand amour, c'est sa mère. Est-ce que Cyprien, c'est pas le OG Toxic Boy? On sait pas trop, pour l'instant, ça fonctionne pas super bien à Sciences Po pour Cyprien depuis la rentrée. Pensez-vous que la daronne de Cyprien restera insensée et insensible à son discours? On a filmé, on compte lui envoyer, donc on vous dit à la finale les résultats et on espère que sa mère aura bien aimé.
C'est bien, c'est une bonne qualité, l'audace, pour un orateur. Ethan nous a dit « Ma trace, je la ferai en surplace. T'as pas honte de faire l'éloge de la cocaïne comme ça, dans un amphi rempli ?» Moi, je touche pas ce genre de choses. Je suis pas sûre de très bien comprendre la question. Je m'abstiens. Merci, la triplette 15. Allez, la fois. En fait, ça va fait vite, hein. C'est pas du tout. Permettez-moi d'interrompre cette demi-finale des triplettades pour remercier notre sponsor, la Clinique 22, épicentre internationalement reconnu de la beauté, l'harmonie, la grâce et la magnificence. Les années passées à étudier, enseigner ou travailler vous ont défiguré. Ne soyez pas inquiets. Entre injection et liposuction, Docteur 22 saura tout effacer. Car être tout ridé, ce n'est vraiment pas la tendance à Saint-Germain-des-Prés. Maintenant que nous sommes financés pour l'année, je peux enfin vous confier la vérité. Docteur 22 est aveuglé. Ce qui n'est pas idéal pour un chirurgien, je l'admets. Alors, j'ai porté ces lunettes une journée. Et je n'ai vu que trous à combler, lignes à effacer, tâches à retirer, peau à couper, fric à gagner. Merci les vieilles complexées. Une fois les lunettes enlevées, il est de ma responsabilité de le soigner. Alors, je mets ma blouse et je fais comme si j'avais bac+12. Voilà les rôles inversés. Docteur, je vous promets que tout va bien se passer. La beauté n'est pas à fabriquer, elle est à dénicher. Si Baudelaire a trouvé l'or dans la boue, nous pouvons dénicher le diamant dans le caillou, la rutilance dans la déchéance et la fulgurance dans la défaillance. Alors, troquons le scalpel pour la loupe, remplaçons l'anatomie par la cartographie, sortons notre Jules Verne interne et partons à la recherche du monde à l'envers, où les femmes 25 ans passés ne sont plus démodées. Vieillir, ce n'est plus souffrir, et âger rime avec beauté. Et pour y arriver, il faut envoyer bouler les DiCaprio et les Vincent Cassel, qui préfèrent aux femmes fortes les filles frêles. Car entre nous, quand ta copine a l'âge de ta fille, c'est plutôt toi qui devrais aller en clinique psy. Car ici, comme Virginie, on vénère les moches, les vieilles, les camionneuses et toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Docteur, je veux que vous voyiez dans une peau ridée les sourires et fous rires qui nous ont marqués. Dans des yeux fatigués, les nuits folles passées à danser. Dans des mains fripées, toutes les caresses qu'elles ont données. Dans des lèvres plissées, les quelques moments de trop passés à fumer. Dans un dos courbé, le souvenir d'une silhouette qui ne saurait s'estomper. Parce que même chez Courbet, à l'origine du monde, il y a une beauté qui cherche à se dévoiler. Pour certains, encore difficile de prendre l'avion vers ce monde d'inversion. Ce serait trop de révolution. Mais moi, sur cette scène, je crois être déjà arrivée vers ces nouvelles contrées. Car dans tes yeux, je lis des histoires, celles qu'on me racontait le soir. Dans tes taches de rousseur se cache un souvenir estival. Et dans les sillons qui creusent ton visage, je lis les poèmes et le temps qui les sculpte avec des emblèmes. Docteur, qu'est-ce qu'il se passe? Vous avez l'air traumatisé. Visiblement, pour les hommes du passé, difficile de voyager vers l'univers à l'envers. Je crois que nous verrons peut-être nos financements retirés. Désolée.
Ce monstre disloqué fut jadis une femme, s'écrie Baudelaire. Le monstre, c'est moi. J'étais une femme avant. J'ai connu ce temps où quelqu'un vous aime. On m'écrivait des poèmes. Cher inconnu, vous avez replacé des mèches égarées derrière vos oreilles. De votre chignon défait s'échappent des merveilles. En brume de rêve au parfum de jeunesse, le nuage de votre tête se répand sur votre cou et me noie un peu partout. Maintenant, on me traite avec un peu moins de délicatesse. Et la vieille, bouge ta caisse! Je me rappelle très bien ce qu'on me disait. Pourtant, moi, je n'ai pas changé. Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage. Le rire joue en ton visage comme un vent frais dans un ciel clair. Mais dès que le vent tourne, le ciel s'assombrit. Les nuages grossissent au-dessus de ma tête et sur mon corps, il pleut des larmes de vieillesse. Les yeux rapetissent, le visage s'affaisse. Avec le temps, tout s'évanouit, même pour toi, Angelina Jolie. La souplesse se transforme en raideur et la candeur en laideur. L'expérience s'ancre dans la peau comme une laboureuse. Des trous, des bosses, des sillons se creusent. Oui, le temps devient un champ de bataille, crevé à la perceuse. Le temps abîme et dévaste tout sur son passage. Détruit les contours, démolit les visages. Le temps passe, le temps blesse, les regards se détournent, car la jeunesse nous délaisse, et même votre mari en oublie les caresses. Encore plus que le temps, c'est le savoir qui rend laid. À force de vivre, on connaît de plus en plus de choses. Et le savoir, comme un masque sur nos visages, se dépose. Il suffit de regarder Socrate ou Jean-Paul Sartre pour comprendre que l'intelligence nous rend peu gracieux. Le poids des livres, le poids des mots pèse sur notre esprit et sur notre dos. Non, réellement, l'intelligence rend moche. Sinon, à coup sûr, Brad Pitt aurait fait des études. Il a juste préféré ne pas prendre de risques par inquiétude. Certains vous diront qu'être beau, ça vient de l'intérieur. Mais ce sont des menteurs. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Alors non, je vous invite à venir un lundi matin à la bibliothèque. Vous trouverez des gens fort cultivés, éduqués, certes, mais vêtus comme des ploucs, des étudiants avachis, des vieux jogging, des drôles de looks. Alors, sorry guys, mais même si vous étiez beaux, vous venez de rentrer à Sciences Po, vous êtes promis à la laideur. Vous deviendrez ministre peut-être, mais au physique peu flatteur. Le sens des responsabilités vous creusera les joues et vous finirez par ressembler à un fou. Croisant mon expérience, il ne faut pas bon de vieillir en ces temps modernes. Les hommes aiment les petites choses délicates, les femmes frêles. Comme dirait DiCaprio, au-dessus de 25 ans, c'est bon pour le tombeau. Exception faite si vous appelez Brigitte. Alors là, vous avez gagné au loto. Mais pour les autres, les ridés, les bouffis, les mal-aimés, nous devons survivre par nous-mêmes dans cette société. Après tout, les hommes aiment la légèreté. Les jupes délicates et les jolis bracelets. Ils aiment quand les poignets sont fins, quand les yeux sont bruns. Ils veulent des cheveux d'or ou d'un noir d'ébène, mais ils les veulent lisses et doux à en perdre haleine. Ce qu'ils cherchent avant tout chez une femme, c'est le beau. L'harmonie du corps, la douceur de la peau. Les femmes comme moi, usées par le temps, pouvons bien crever sur le sol. Ils n'ont plus notre temps. La beauté est éphémère, il nous faut l'accueillir à sa naissance. Telle la substantifique moelle, il faut en saisir la quintessence. Alors, cher amant, tu as beau préférer mon visage dévasté, moi, je préférais celui que j'avais et que je n'aurai plus jamais. Est-ce qu'à force de discourir, on en fait des pages ? Alors, je pense que, comme en témoigne le nom de nos camarades... Des deux camarades. Alors, des deux camarades, certes, mais de notre première, à force de discourir, on produit certes des mots, mais aussi des pages, mais qui sont... Ouais, je sais, la dernière triplette, mais...
L'intelligence rend moche. Vous considérez que vous êtes dans quel team? Alors, comme vous pouvez le voir, avec Victor, on a des fronts énormes. Et je pense que ça témoigne de notre big cerveau, comme on dit. Et je pense que, n'en déplaise à certains, j'attends la calvitie pour pouvoir étendre ce front et vous détrôner tous, je pense. tu peux aussi te raser le crâne, sinon. Rien ne t'empêche de faire cela. Je laisse ça à d'autres. Moi, c'est le discours de Mila qui m'a un petit peu inquiétée, donc je voudrais un diagnostic. Bon, déjà, elle a dit qu'à Sciences Po, on était voué à la laideur. En plus, elle a dit à plusieurs reprises des femmes comme moi, comment dire, disant qu'elle était très vieille et très ridée. Mila, j'ai 3 ans de plus que toi. Est-ce qu'il me reste quelques semaines, quelques mois? Je sais pas, mais je voudrais une réponse, peut-être un médicament, je sais pas. Alors, au moins, il te reste beaucoup de cheveux, donc c'est déjà ça, premièrement. Et puis, si on adopte un point de vue de DiCaprio, malheureusement, c'est bientôt au tombeau, mais... Tu peux toujours devenir une cougar. C'est un choix possible. Alors, comme ma collègue, j'ai été très inquiété par le discours de Mila, qui nous propose de cueillir la beauté à la naissance. Est-ce que l'époque du ML n'est pas terminée à Sciences Po? Mais on a dit qu'on a arrêté. Alors, déjà, j'aimerais défendre le discours de Mila, parce que c'est une femme brillante, et je n'aime pas que vous soyez autant inquiétés pour elle. Et pour Duhamel, moi, perso, j'aime bien les fœtus, mais voilà. Aïe, wesh, transition, on enchaîne. Tu nous as dit... on nous a dit qu'il faut remplacer l'anatomie par la cartographie. Quelle partie du monde est équivalente au nez de Camille Cotin? Je pense que le Groenland, ça le correspondrait bien. Quand j'étais en première année, Frédéric Gros, ici présent, m'a donné un cours sur la responsabilité. Alors je voulais savoir, pour vous, c'est quelle responsabilité qui creuse le plus les joues? Alors moi, je pense que c'est la responsabilité... putain, j'ai flop le galop, je sais pas, c'est quoi? Alors, nous, on n'a pas Frédéric Gros, malheureusement, comme professeur, étant en bicursus, mais je pense qu'il nous en aurait un tas sur... Bref, je pense que c'est la responsabilité civile, voilà. Est-ce que finalement Stromae avait raison et il n'y a que Kate Moss qui est éternelle? D'un coup, elle laisse parler. Victor, j'ai pas entendu la question, réponds. Je peux la répéter si vous voulez. J'ai demandé, est-ce que Stromae avait raison et il n'y a que Kate Moss qui est éternelle, pardon. Alors, je pense qu'au-delà de Kate Moss, le cosmos aussi est éternel. Non, en fait, je l'ai pas. Merci à tous d'être venus. Merci au jury d'avoir accepté notre invitation et... Merci au coach aussi et à lundi 14 pour la finale.